C'est la deuxième cathédrale la plus visitée de France. Un véritable joyau de l'architecture religieuse, à la silhouette unique. La cathédrale de Strasbourg. Vous la dessinez en 3 traits, vous reconnaissez la cathédrale de Strasbourg. Une révolution esthétique et architecturale, un chef-d'œuvre gothique et un pari fou pour les bâtisseurs du Moyen-Âge, construire le plus haut monument de toute la chrétienté. Il y a cette course à la hauteur entre Bâle, Vienne, Cologne, Strasbourg, pour avoir le bâtiment le plus haut. Après des années de recherche, les spécialistes ont pu retracer en 3 dimensions l'incroyable histoire de ce chantier qui a duré 4 siècles. Mais comment les bâtisseurs de l'époque ont-ils défié les lois de la physique pour construire toujours plus haut? Grâce à la voûte d'ogive et à l'invention de l'arc-boutant, ces 2 éléments combinés permettent de libérer complètement l'espace. Et comment sont-ils parvenus à cette finesse architecturale sans fragiliser l'édifice? Quand vous avez des pierres posées les unes à côté des autres, vous mettez des agrafes, comme une agrafeuse, des agrafes en fer. Il y a des tonnes et des tonnes de métal dans la cathédrale. La flèche de cette cathédrale qui va dominer l'Europe jusqu'au 19e siècle suscite l'enthousiasme des chercheurs. On n'a pas un escalier, on n'en a pas 2, on en a 8. Géométriquement, mais c'est incroyable, c'est une folie. Elle soulève de nombreuses questions. Je n'arrive même pas encore à imaginer comment on a pu oser quelque chose comme ça. Et pourquoi cette cathédrale parfaitement symétrique n'a-t-elle qu'une seule flèche? On a des dessins d'une 2e tour. On sait même qu'elle avait été commencée. Tout d'un coup, le chantier s'est arrêté. On ne sait pas exactement pourquoi. Bienvenue dans la cathédrale de Strasbourg. Un chantier exceptionnel qui a duré 400 ans et mobilisé les meilleurs architectes du Moyen-Âge. Chef-d'œuvre de l'architecture gothique, la cathédrale de Strasbourg est un monument unique en son genre. Coiffée de son unique flèche et habillée de sa façade en grès rose, elle est devenue l'emblème de toute une ville et même d'une région. Située à la frontière avec l'Allemagne, la cathédrale se dresse en plein centre-ville, dans l'un des plus vieux quartiers de la capitale alsacienne. Quand vous arrivez à Strasbourg, vous voyez la flèche de la cathédrale de Strasbourg émerger de la ville. C'est tout à fait spectaculaire. Et quand vous rentrez dans la ville, vous ne voyez plus la cathédrale. Et elle réapparaît de façon extrêmement violente au moment où vous arrivez sur la place. Et à ce moment-là, vous voyez cette dentelle de pierre qui s'impose à vous. Et je crois que c'est là toute la magie de cette cathédrale. Ses dimensions sont spectaculaires. 118 mètres de long sur 51 mètres de large. C'est la surface d'un terrain de football. Véritable gratte-ciel du Moyen-Âge, le monument culmine à 142 mètres de haut, l'équivalent d'une tour de 40 étages. Jusqu'au 19e siècle, la cathédrale de Strasbourg restera l'édifice le plus élevé du monde chrétien. L'intérieur est tout aussi impressionnant. Ces voûtes qui montent à plus de 32 mètres sont révélatrices du génie de ces bâtisseurs. Mais comment sont-ils parvenus à réussir une telle performance? L'histoire de ce chantier hors norme commence au XIIe siècle, alors que l'architecture est en pleine mutation. Les technologies évoluent et permettent de passer peu à peu du style roman au style gothique. Le style gothique, ça veut dire tout d'un coup, on veut construire plus haut, avec des murs plus minces, avec des grandes ouvertures qui ramènent beaucoup de lumière. Je pense pour un visiteur au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, d'arriver dans cette nef complètement lumineuse a dû être un choc. Pour faire entrer la lumière dans cette cathédrale révolutionnaire,
les architectes ont appliqué les nouveaux principes de l'architecture gothique. Il s'agit d'élever les voûtes le plus haut possible et d'agrandir au maximum les ouvertures dans les murs. Un défi pour les bâtisseurs. Pour cela, les charges sont dirigées vers des piliers maintenus à l'extérieur par des arcs-boutants et des contreforts. Une véritable prouesse technologique. Aujourd'hui, les experts tentent de comprendre quelles techniques de construction ont été utilisées au Moyen-Âge pour réaliser une telle performance. Mais les archives qui permettraient de retracer l'histoire du chantier manquent. C'est un travail de détective et quasiment un travail d'archéologue du bâti, puisque je dirais qu'on fait un zoom arrière pour comprendre le monument et déceler tous les indices. Au XIXe siècle, une restauration entreprise sur les fondations de la cathédrale va révéler une information capitale. Lors de ces fouilles, on découvre que les fondations de la cathédrale reposent sur une ancienne cathédrale, en tout cas un ancien bâtiment. De plus, les spécialistes ont retrouvé un témoignage de l'existence d'une cathédrale originelle. Ce texte indique que la première pierre aurait été posée en 1015 sous l'impulsion de l'évêque de l'époque, un certain Werner. Un autre élément vient conforter l'existence de cet ancien édifice. Cette baie composée de 2 vitraux superposés. Preuve a été faite que ces personnages superposés correspondent à des fenêtres de dimension inférieure, voire de la moitié de celles d'aujourd'hui. Et donc ça nous fournit des dimensions relativement précises des fenêtres de cette basilique de Werner, qui était un édifice d'une conception très différente de la cathédrale actuelle. La basilique d'origine disposait de très petites ouvertures, à l'opposé de la cathédrale d'aujourd'hui. Malgré cette découverte, de nombreux mystères demeurent quant à l'évolution du bâtiment. Stéphane Potier a consacré 7 ans de sa vie à étudier l'histoire du monument. C'est une véritable bibliothèque d'architecture, en fait. La durée de construction, c'est à peu près 4 siècles. Donc, en fait, on a quasiment tous les styles d'architecture qui se développent au fur et à mesure dans cet édifice. Grâce au travail exceptionnel de cet architecte, la cathédrale disparue a pu être reconstituée en 3 dimensions. Dotée de murs épais et de petites fenêtres, la basilique d'origine était typique du style roman. Une architecture rustique qui correspond aux connaissances scientifiques du début du Moyen-Âge, entre le Xe et le XIIe siècle. Mais comment ce premier bâtiment est-il devenu la cathédrale que l'on connaît? Et surtout, pour quelles raisons a-t-il été transformé? Les archives apportent un début de réponse. Dans les sources, c'est juste écrit « La cathédrale a brûlé ». Est-ce que c'est un petit feu? Est-ce que c'est un grand incendie qui a détruit une grande partie de la cathédrale? On ne sait pas. Mais on a connaissance de plusieurs incendies. La cathédrale romane est peut-être sérieusement endommagée. En tout cas, il est décidé de reconstruire l'édifice. Le chantier débute vers 1180 et la première décision des bâtisseurs est de conserver les fondations existantes. Ils ont tout simplement profité de cette opportunité pour gagner du temps aussi, puisque voilà, il suffit pour eux de suivre ces fondations et c'est toujours ça de gagner. Ces fondations sont en effet colossales. Des pieux en bois ont d'abord été enfoncés jusqu'à la roche. Pour stabiliser le tout, une couche d'argile de 2 mètres d'épaisseur a été mise en place. Enfin, des massifs de fondations très épais ont été montés. C'est sur ces murs que repose la cathédrale d'aujourd'hui. Et donc, du coup, vous avez la seule cathédrale gothique actuelle sur un plan du XIe siècle. C'est le même plan de cathédrale du XIe siècle aujourd'hui. Comme la quasi-totalité des édifices religieux, le plan de la cathédrale de Strasbourg forme une croix latine, disposée selon un axe est-ouest. D'un côté s'élève le chœur, dévolu aux ecclésiastiques. Vient ensuite le transept, au niveau des bras de la croix. À la croisée du transept se trouve l'autel, d'où l'on célèbre la messe. Puis vient la nef, réservée aux fidèles.
Si le plan en croix est respecté, la nouvelle cathédrale est plus haute que la cathédrale d'origine. Mais elle est surtout d'un style radicalement différent. Pourquoi les bâtisseurs de l'époque n'ont-ils pas choisi de reconstruire à l'identique? Il est très fréquent que les cathédrales aient été construites sur le temps long, et le temps long impose l'évolution des styles. Parce qu'à chaque époque, on veut construire dans une forme de modernité qui se retrouve dans le style de la construction. Au XIIe siècle, la ville de Strasbourg ne fait pas partie du royaume de France, mais appartient au Saint-Empire romain germanique. Et dans l'Empire, l'architecture en vigueur, c'est le roman, caractérisé par des murs épais et des petites ouvertures. La reconstruction de la cathédrale débute vers 1180. Les bâtisseurs s'attaquent d'abord au côté nord du transept. Mais à cette même époque, en France, c'est le gothique qui est à la mode, avec des édifices plus hauts et plus ouverts. Il va s'imposer dans la construction de la cathédrale de Strasbourg. À partir du moment où le roman a commencé à céder la place au gothique, l'évêque de Strasbourg de l'époque a commencé à faire subir des transformations à l'édifice roman et à vouloir introduire le style gothique lui aussi dans sa cathédrale romane. L'évêque fait appel aux meilleurs architectes de son temps. Ils viennent de France. Là-bas, ils ont travaillé sur les constructions les plus prestigieuses, comme les cathédrales de Paris et de Chartres. Il faut bien comprendre que les architectes qui étaient appelés à Strasbourg, c'était les stars de l'époque. Les architectes étaient itinérants, ils voyageaient, ils étaient curieux, ils connaissaient, ils étaient dans des réseaux de maîtres d'œuvre. Donc on partageait les connaissances, on volait le savoir de son concurrent. Ces bâtisseurs de génie maîtrisent les techniques de construction les plus pointues, comme la voûte d'ogive. Dans les nouvelles cathédrales, elle remplace la voûte en arête qui était la seule connue depuis l'Antiquité. C'est une véritable révolution technique. Avec sa forme en demi-cercle, la voûte d'arête exerce de très fortes poussées horizontales. Pour résister, les piliers devaient donc être très épais. En transformant le demi-cercle en un arc brisé, la voûte d'ogive permet une nouvelle répartition du poids. Les piliers peuvent donc être plus fins et plus hauts. Quand vous arrivez sur de l'architecture gothique, les voûtes d'ogive, c'est des nervures qui sont montées en arc brisé. Et les arcs brisés, contrairement à un demi-cercle, si vous brisez, du coup, la descente des charges de la voûte se concentre sur des points verticaux. Quand les architectes du gothique arrivent sur le chantier au début du XIIIe siècle, la cathédrale de Strasbourg est déjà bien avancée. Arrive le maître d'œuvre gothique, qui lui arrive avec un transept nord roman, un chœur roman, une abside romane et un transept sud qui est monté à moitié. Et il se retrouve avec cette problématique, comment on arrive à faire passer l'architecture gothique dans cet espace roman. Pour le maître d'œuvre, le défi est d'opérer la transition entre deux principes architecturaux radicalement différents. Au nord du transept déjà édifié, les piliers sont imposants. Ils suivent les règles de construction romane. Mais en se dirigeant vers le sud, l'aspect change, à l'exemple du pilier des anges beaucoup plus fin, typique du style gothique. Ce pilier est une véritable performance artistique et technologique. L'architecte du Pays des Anges, qui vient probablement d'Île-de-France, réalise des voûtes d'ogive parfaites dans le transept sud, supportées par le pilier des anges. Et le pilier des anges, c'est un chef-d'œuvre en termes de sculpture, sachant qu'à l'époque, l'architecte est très souvent aussi sculpteur. Et en plus, chaque statue fait partie de la colonne et elle aussi porte le poids des voûtes sur ce pilier. C'est l'un des tours de force du gothique. Savoir transformer les éléments de structure en éléments de décor. En regardant attentivement les piliers, on voit clairement la rupture architecturale. On voit très bien que des portails, que ça s'arrête net.
On a une espèce d'énorme support comme ça, sur lequel il vient poser celui-là, ce petit support. Alors on a bien les traces où on passe du roman au gothique. En quelques mètres, la bâtisse change d'aspect. Mais pourquoi l'architecte a-t-il conservé les éléments de style roman? Pourquoi à ce moment-là, quand on change d'architecte, on ne démolit pas ce qui a été fait pour avoir une cohérence architecturale qu'on peut retrouver par exemple à Notre-Dame de Paris? C'est parce qu'il y avait une règle non écrite, c'était que quand un architecte décédait, ou son successeur n'avait pas le droit de toucher au travail de son prédécesseur. Résultat, le transept nord présente des piliers massifs typiques du style roman, tandis qu'au sud, ces colonnes atteignent une finesse incroyable. Grâce à cette innovation, le projet architectural prend une ampleur inédite. Une fondation, l'œuvre Notre-Dame, est créée pour financer ce chantier qui devient colossal. À l'époque, toute la ville participe à la construction de la cathédrale. C'est les dons, les donations, les legs des Strasbourgeois qui permettent la construction de la cathédrale de Strasbourg. Ces dons permettent la mise en place d'un chantier exceptionnel. Son organisation remet en cause les idées reçues sur le Moyen-Âge. Alors les légendes de 300-400 artisans avec un bonhomme qui tombe toutes les 5 minutes de l'échafaudage, ça c'est vraiment des légendes. C'était des équipes beaucoup plus petites. Sur les cahiers qui référencent en fait les ouvriers, on n'a jamais plus de 50 personnes sur le chantier. La première étape du chantier se situe en carrière. Les ouvriers y extraient du grès, le matériau local servant à construire l'ensemble de l'édifice. Reste ensuite à le transporter jusqu'à la cathédrale. Une tâche harassante, car les plus gros blocs de pierre peuvent peser jusqu'à 1 tonne. Ces éléments arrivent sur des chars tirés par des bœufs, donc imaginez le travail, la traction. Les routes ne sont pas bitumées, donc c'est un travail colossal. Ils arrivent au pied de la cathédrale. Un atelier de taille de pierre est donc installé sur le chantier. Il va permettre aux artisans de travailler toute l'année, peu importe les conditions climatiques. Les tailleurs de pierre vont préparer les blocs pendant l'hiver dans un atelier couvert chauffé et ils vont poser toutes ces pierres qu'ils ont préparées pendant l'hiver en été sur le chantier. Ça, c'est la nouveauté avec cette installation d'un atelier fixe à Strasbourg au XIIIe siècle. Aux côtés des tailleurs de pierre, les forgerons fabriquent les outils, les maçons montent les murs, les charpentiers construisent et installent les échafaudages. C'est toute une intendance qui est mise en place. C'est une organisation professionnelle très organisée. Chacun sa place, chacun son travail. On commence à organiser les choses de façon très rationnelle. Et c'est les prémices, en fait, de la société comme elle est aujourd'hui. Vers 1235, débutent les travaux de la nef. L'architecte veut réaliser l'impossible, monter les murs toujours plus hauts pour faire rentrer la lumière et agrandir l'espace dans la cathédrale. On relève en permanence des défis pour monter les voûtes plus haut, pour faire des fenêtres plus grandes, permettant de réduire la matière au maximum de ce qu'il est possible de faire avec de la pierre de taille. C'est une nouvelle fois la voûte d'ogive qui va leur permettre de relever ce challenge. Cette technique de construction dirige le poids de la voûte vers les piliers. De cette façon, les murs ne sont pas porteurs et peuvent accueillir de larges ouvertures sans risque de fragiliser le bâtiment. À l'extérieur de l'édifice, les bâtisseurs vont placer un arc-boutant associé à un contrefort pour orienter les poussées horizontales vers le sol. Le principe de l'arc-boutant, c'est tout simplement une échelle qu'on appuie contre un mur, qui vient pousser vers la façade, et donc qui vient équilibrer simplement les charges entre la poussée de la voûte d'ogive et l'arc-boutant. Les arcs-boutants, en fait, ont permis de monter les murs beaucoup plus haut et d'alléger la structure pour laisser passer la lumière.
Grâce à ce système complexe, les bâtisseurs réussissent un coup de maître. Fini les murs épais et les petites ouvertures du style roman. Le génie des architectes de cette période gothique, c'est aussi de réussir à allier le pratique à l'esthétique, comme en témoignent les 12 arcs-boutants disposés de part et d'autre de la nef. Ces éléments ont une autre fonction. Ils dissimulent habilement un système complexe de gouttières. Disposées tout au long de ce réseau, des gargouilles permettent d'évacuer l'eau de pluie. Mais la mise en place de ces arcs-boutants a une autre utilité, à l'intérieur de la cathédrale cette fois. Les arcs-boutants qu'on trouve très beaux à l'extérieur, ils sont faits pour dégager de l'espace intérieur et permettent de reporter plus loin la poussée des voûtes pour dégager l'espace intérieur. Le résultat est là. Les dimensions de la nef sont impressionnantes. 36 mètres de large sur 40 mètres de long. Les voûtes, elles, atteignent 32 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Grâce à la voûte d'ogive et à l'invention de l'arc-boutant, ces deux éléments combinés permettent de libérer complètement l'espace des parois latérales. Avec le gothique, les murs disparaissent au profit de larges ouvertures. La cathédrale de Strasbourg compte désormais 1500 mètres carrés de vitraux. Dans la cathédrale, quand vous regardez la nef, il n'y a que des vitraux. Il y a la structure en pierre, mais elle est vraiment minimalisée. Elle est juste là pour tenir, pour être la structure du bâtiment. Pour maintenir ce bâtiment hors norme à ces hauteurs vertigineuses, les bâtisseurs doivent redoubler d'ingéniosité. Un matériau va leur permettre de réaliser leurs rêves les plus fous. C'est le fer. Si vous regardez bien les cathédrales, c'est du métal habillé en pierre. Il y a des tonnes et des tonnes de métal dans la cathédrale. Dans la cathédrale de Strasbourg, le fer est omniprésent. Cette ossature quasi invisible est indispensable à la bonne tenue du bâtiment. Dans ces piliers, par exemple, les bâtisseurs ont agrafé les blocs de pierre et coulé du plomb pour les fixer. Quand vous avez des pierres posées les unes à côté des autres, vous mettez des agrafes, comme une agrafeuse, des agrafes en fer, qui viennent, elles, solidariser les pierres les unes avec les autres. Les éléments sont ainsi solidement fixés entre eux. Cette innovation, qui permet de voir plus grand et plus haut, est connue sous le nom de chaînage métallique. On sait que la construction gothique était intrinsèquement liée au principe de chaînage métallique. Le chaînage, ça évite que le bâtiment vrille sur lui-même ou qu'il vacille comme ça. Ça lui permet de se stabiliser au niveau des angles. Ça le rigidifie. C'est aussi grâce au chaînage métallique que les bâtisseurs vont pouvoir construire ces immenses baies. La technique consiste à réaliser des encoches sur un bloc de pierre, puis un trou pour y placer une barre de fer. Des cales sont disposées aux 4 coins. On emboîte l'élément du dessus sur la barre comme on le ferait avec 2 Legos. On pose ensuite un joint en argile et dans un conduit creusé spécialement, du plomb fondu est versé pour sceller l'ensemble. Malheureusement, sur certaines pièces complexes, les barres de fer ne peuvent pas être rajoutées. Les constructeurs ont alors imaginé un système ingénieux. La barre est insérée complètement dans l'élément qui peut ainsi être mis en place sans difficulté. Il suffit ensuite de faire glisser la barre à l'aide d'une corde pour l'introduire dans la seconde pièce. Voici la barre placée et les éléments maintenus. Il ne reste plus qu'à couler le plomb pour sceller l'ensemble. Cette méthode illustre l'incroyable savoir-faire des bâtisseurs gothiques. Vous avez des éléments qui sont de plus en plus fins, de plus en plus élancés,
Et pour éviter qu'il bascule ou qu'il se torde, dans le cas de la pierre, que ça se brise, le fer assure la stabilité de l'ensemble. En 1275, la nef de la cathédrale de Strasbourg est enfin achevée. 40 ans de travaux auront été nécessaires pour réaliser cet exploit architectural. Et même si l'édifice est encore loin d'être terminé, les bâtisseurs sont en passe de réussir leur pari d'une cathédrale de lumière. 2 ans plus tard, les architectes s'attaquent à la construction de la façade. Un défi encore plus ambitieux. Là, on a un mastodonte, enfin je veux dire, elle s'impose. Vous partez depuis le parvis jusqu'à 142 mètres, comme ça en levant les yeux vers l'infini. C'est ça qui est incroyable. La complexité de cette façade est telle que les maîtres d'œuvre vont pour la première fois être obligés de dessiner des plans. Pour le XIe siècle, pour la cathédrale romane, on n'a pas encore des plans. Les plans d'architecture, les dessins d'architecture arrivent plutôt à l'époque gothique, ce qui s'explique avec l'architecture gothique qui devient de plus en plus compliquée. À partir de cette époque-là, on a vraiment besoin de dessiner, tracer sur papier ces projets. À 2 pas de la cathédrale, une salle à la température et à l'hygrométrie parfaite protège un trésor d'une valeur inestimable. C'est ici, à l'abri de la lumière, que sont conservés les premiers dessins d'architecture de la cathédrale de Strasbourg. Les plus anciens remonteraient au milieu du XIIIe siècle. C'est des chefs-d'œuvre qui sont presque uniques. Il n'y a pas beaucoup de dessins de ce genre aujourd'hui au monde. Cette collection exceptionnelle, composée d'une trentaine de dessins, est l'une des plus importantes d'Europe. Ces plans d'architecture ne sont ni datés ni signés. Mais selon les experts, ce plan, appelé dessin B, daterait de 1260. Ce dessin rarissime est précieux, car il indique le projet de la future façade gothique. En regardant ce dessin, on se croit vraiment sur le bureau de l'architecte du XIIIe siècle. Il est énorme, si vous regardez bien, il est déjà dessiné sur 4 parchemins qui sont cousus ou collés ensemble. Le dessin B mesure près de 3 mètres de long sur 1 mètre de large. Malgré sa taille imposante, il ne représente qu'une moitié de la façade de la cathédrale. Pour les spécialistes, la raison n'est pas technique, mais économique. Le plan d'architecture médiéval n'a rien à voir avec le dessin d'architecture d'aujourd'hui. D'abord, pour une question de coût, c'est une question de parchemin. Le parchemin coûte atrocement cher. Donc, en fait, si vous avez la façade de la cathédrale, vous allez dessiner que la moitié de la façade. La façade étant rigoureusement symétrique, la moitié du plan suffit à donner les indications nécessaires pour réaliser l'ensemble. Ce chef-d'œuvre avait avant tout une utilité technique. Sur un même plan, sur une surface en 2D, on va avoir l'élévation. L'élévation, donc c'est le dessin de la façade, rabattu à plat. Le plan, c'est la vue de dessus. Et certaines coupes, le profil, les détails. On va, sur dessin d'architecture, donner toutes les informations sur un seul dessin. Ce qui fait que quand on le regarde comme ça, on comprend strictement rien à ce qu'on voit. Des dessins d'une telle complexité qu'ils deviennent difficiles à déchiffrer par des non-initiés. Aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer effectivement cette capacité d'abstraction par rapport au dessin 2D, à la conception. Il n'y avait pas d'ordinateur, pas de plan 3D, il n'y avait rien de tout ça. À l'époque, on est en termes de création pure. C'est incroyable. Le résultat est une prouesse architecturale unique. 3 portails composent la base de la façade. Au-dessus trône une immense rosace en forme d'étoile, considérée comme l'une des plus belles de toutes les cathédrales gothiques. 2 tours viennent ensuite surplomber le tout. Débuté vers 1277, il faudra près d'1 siècle pour terminer ce chantier titanesque. Cette incroyable façade est aujourd'hui attribuée à Erwin, dit de Stenbach. Il est le premier architecte connu de la cathédrale de Strasbourg.
Ces plans sont si sophistiqués qu'il fallait les expliquer aux artisans pour mener à bien les travaux. C'était le rôle d'un homme indispensable, le parlier. Alors le rôle du parlier, c'est le second de l'architecte, c'est-à-dire il est le passeur, il est le souffleur des ordres ou des idées de l'architecte au tailleur de pierre. Dans les combles de la cathédrale, le parlier va dessiner à même le sol les éléments les plus complexes, comme l'immense rosace. Le parlier va réaliser un dessin en vraie grandeur sur un sol de plâtre, une salle des traits qu'on appelle, une salle de dessin. Donc il va tracer à l'aide de grands compas, de règles. Imaginez la rose, 13,60 m de diamètre, c'est une des plus grandes de France. Eh bien, cette rose a été dessinée à un moment ou un autre à l'échelle en vraie grandeur. Tout autour de cette rosace, un décor habille la façade monumentale qui culmine à 66 mètres de haut, soit une tour de 20 étages. Malgré ses dimensions imposantes, il se dégage de la façade un sentiment de légèreté. Pourtant, cette dentelle de pierre est réalisée en grès rose. Pourquoi le grès? Parce que c'est la pierre qu'on trouve dans la région et qui permet d'avoir une finesse quand même assez exceptionnelle. Pas comme le marbre, bien évidemment, parce qu'il y a un grain qui est plus gros. Hein, c'est un petit peu comme du sable aggloméré. C'est un matériau ferme, pas dur, abrasif, mais qui permet de réaliser des ouvrages très fins. Cette roche sédimentaire demande donc à être travaillée en douceur. C'est une pierre fragile, qui se casse facilement. C'est une pierre quand même assez délicate. Un peu comme parfois comme du verre, il faut y aller vraiment doucement. Et quand ça casse, le problème, c'est que ça ne prévient pas. Transformer la pierre en décor exige une grande dextérité. Grâce à l'exceptionnel savoir-faire des tailleurs de pierre, l'extérieur de la cathédrale se pare d'innombrables sculptures. La sculpture existe déjà à l'époque romane, de manière plus naïve, je dirais, mais il y en a moins. C'est plus discret, c'est présent, mais plus discret. Mais après, à l'époque gothique, on va en ajouter vraiment un petit peu partout, avec des gargouilles qui vont apparaître pour évacuer l'eau, etc. Beaucoup plus de chimères, d'êtres fantastiques. Ces personnages illustrent la Bible. Un moyen efficace d'enseigner aux Strasbourgeois les grands principes de la religion chrétienne. En analysant ces sculptures et certains éléments de la façade, les scientifiques ont fait une découverte étonnante. Tous les murs intérieurs, toutes les parois, intérieures et extérieures, étaient peintes. Et surtout, tous les décors d'architecture, toutes les sculptures étaient peintes, mais alors avec du doré, du rouge, du bleu, du jaune, du vert, tout ce que vous voulez. Chaque couleur avait une vocation et une interprétation. C'est comme une bande dessinée, on racontait une histoire, et c'est vrai que dès que c'est peint, en fait, c'est beaucoup plus expressif, on comprend beaucoup mieux les choses que quand on laisse la pierre naturellement dans sa teinte. Grâce à ces couleurs, les sculptures de la façade frappent les esprits. En y ajoutant la peinture, elle est rendue encore plus réelle. Donc ça devait être encore plus impressionnant, voilà, avec le message qu'elle devait transmettre, de les voir en couleur, de voir un regard. Alors pourquoi ces peintures ont-elles disparu des murs de la cathédrale de Strasbourg? Pour les experts, la réponse se trouve dans l'évolution des matériaux utilisés. Le matériau de construction, à partir du XXe siècle, ça devient le béton. Donc, à partir du moment où la pierre n'était plus le matériau de construction par excellence, on a voulu décaper toutes ces peintures qui se trouvaient sur les murs, parce que le matériau est devenu noble. Aujourd'hui, un constructeur gothique reviendrait voir les cathédrales, il serait effaré. C'est comme si nous, aujourd'hui, on allait voir une maison, un pavillon, toujours sans enduit, ni peint, nu. Aujourd'hui, c'est ce fameux grès rose qui habille le monument. Une roche qui renferme du quartz, connu pour refléter la lumière. La façade change donc de couleur selon les heures de la journée. Et si les sculptures prennent une dimension particulière, elles le doivent à une innovation du Moyen-Âge. La disposition du décor, située en avant des murs porteurs.
C'est le premier exemple qu'on connaisse d'une façade qui a des ornements posés en avant de la façade comme les espèces de cordes d'un instrument de musique, si vous voulez. Notre-Dame de Paris ou Reims, le décor est construit sur le mur, alors que Strasbourg, le décor est construit devant le mur. On a une succession de décors, en fait, qui lui donne toute cette légèreté. Avec cette innovation, les bâtisseurs réalisent un gigantesque trompe-l'œil particulièrement efficace. Si vous enleviez la couche des portails et de la harpe de pierre, vous aurez l'impression d'avoir juste un mur. Un énorme mur de 70 mètres de haut. Et là, l'unique but de la harpe de pierre, c'est de donner une impression de verticalité. Et donc, pour donner cette impression de verticalité, il faut avoir ce décor presque aérien, presque intangible. Voilà. Et ça a été fait d'une façon mais remarquable. C'est phénoménal. En termes de composition, de proportion, c'est magnifique. Pour fixer le décor de la façade, il a fallu une nouvelle fois utiliser le fer en abondance. Un système de barres encastrées dans le mur, reliées à des cerclages, maintient solidement l'ensemble. La façade est achevée en 1371. Le nouvel édifice n'a plus grand-chose à voir avec la cathédrale d'origine. Les bâtisseurs sont en passe de réussir leur projet fou. Reste le dernier acte de ce chantier, la construction de 2 flèches. Un défi de taille, car la moindre erreur de calcul réduirait à néant des siècles d'efforts. La flèche de la cathédrale de Beauvais, elle s'effondre, hein. On va aller trop haut, trop vite, et patatras. Donc, par expérience, par empirisme, par calcul, voilà, ils vont assimiler des techniques. Certaines, ils vont les garder, les autres, ils vont les mettre de côté. Et petit à petit, donc, ils vont mettre en place une méthodologie toujours innovante, percutante, hein, toujours avec l'ambition, mais je pense toujours avec prudence. Mais à Strasbourg, tout va basculer. Alors que le dernier étage de la tour nord est édifié, la ville voisine de Fribourg élève une flèche de 116 mètres qui surpasse celle prévue par la cité alsacienne. Piqués au vif, les maîtres d'œuvre vont multiplier les audaces architecturales. Il y a cette course à la hauteur entre Bâle, Vienne, Ulm, Cologne, Strasbourg, toutes ces cathédrales, pour avoir le bâtiment le plus haut. C'est comme un défi des bâtisseurs au Moyen-Âge, parce qu'il faut imaginer qu'il y avait vraiment la course à la montre. Quelle ville a la plus haute tour? Parce que ces édifices symbolisaient la puissance de la ville. Dans un premier temps, en 1384, ils ajoutent un beffroi, vraisemblablement pour solidifier la base avant l'installation de 2 immenses flèches. Là, on redonne de la hauteur au massif occidental, on monte de la puissance, il y a une ambition de la bourgeoisie, là on monte les muscles. Donc voilà, là on finalise le beffroi, parce qu'on a déjà dans l'idée d'atteindre les sommets. Pour atteindre les sommets, la ville se met en quête d'un architecte capable de relever ce défi prodigieux. C'est Ulrich Denzingen, l'architecte, un méga-star architecte de l'époque, qui ne travaille pas uniquement à Strasbourg. Il va également travailler à Milan, à Bâle et dans d'autres villes. C'est comme aujourd'hui, vous avez un méga-star architecte qui travaille à Pékin, Shanghai, Paris, New York en même temps. Ulrich Denzingen possède une solide réputation lorsqu'il arrive sur le projet en 1399. Il imagine alors une flèche de 142 mètres de haut. Mais à l'époque, les bâtisseurs ne disposent pas des moyens d'aujourd'hui. Alors comment vont-ils s'y prendre pour ériger ce véritable gratte-ciel du Moyen-Âge? Pas de grue, pas de moyens de levage treuil électrique, pas de chariot élévateur. Aujourd'hui, on appuie sur un interrupteur, on a de la lumière. C'est à la force des bras que les hommes vont devoir déplacer des blocs de pierre pouvant peser jusqu'à 1 tonne. Un carnet de croquis datant de la fin du XVe siècle nous apprend qu'il existait de nombreux engins de levage sur le chantier de la cathédrale de Strasbourg. Le plus puissant d'entre eux est la roue d'écureuil. Un exemplaire est précieusement conservé en haut de la seconde tour de la cathédrale.
La machine de base, c'est le roue d'écureuil. C'est-à-dire qu'on met effectivement des ouvriers qui viennent, eux, toute la journée, c'est un travail assez pénible et plutôt bien payé d'ailleurs, viennent faire comme un hamster dans une roue d'écureuil, viennent actionner le treuil avec la force de leurs jambes et de leurs bras pour pouvoir monter les pierres. Cette roue d'écureuil est située tout en haut de la deuxième tour, à 66 mètres de hauteur. La machine fonctionne comme le ferait une grue aujourd'hui. La puissance de levage est fournie grâce à la marche des ouvriers. Le système permet de hisser des blocs jusqu'à 2 tonnes. Grâce à ces engins de chantier qui surprennent par leur efficacité, les travaux de la flèche avancent rapidement. L'architecte doit surmonter un premier défi, édifier une flèche qui soit en harmonie avec la tour. En gros, vous posez un cylindre sur un cube. Donc, esthétiquement parlant, et en termes de cohérence architecturale, c'est quand même un sacré challenge à relever. Pour atténuer les disparités, l'architecte conçoit un octogone auquel il ajoute 4 tourelles d'escalier disposées sur les côtés. Le but ? Donner l'illusion que la base de la flèche est carrée. Le pari est réussi. C'est ces 4 tourelles qui viennent effectivement faire cette transition esthétique et qui donnent cette sensation d'élancement. Alors qu'en fait, vous n'en avez fonctionnellement pas besoin de 4 tourelles d'escalier. Une seule suffit pour monter. C'est tout le principe gothique. Utiliser des artifices esthétiques pour résoudre des problèmes de construction. Sur le chantier, une fois la forme de la flèche décidée, les bâtisseurs s'attellent à un second challenge, celui de la résistance au vent. Car à ces hauteurs, il exerce une force exceptionnelle sur chaque élément qui lui oppose de la résistance. Pour pallier cette pression, la solution miracle est encore une fois le fer. À nouveau, les constructeurs agrafent les blocs de pierre les plus gros et solidifient les éléments les plus fins en introduisant à l'intérieur des barres de métal soudées au plomb. Enfin, comme pour la façade, chaque élément est soigneusement encastré et cerclé. Vous avez des chaînages à hauteur régulière qui vont ceinturer. C'est un principe d'attelle. Imaginez un tonneau, vous avez des cerclages qui vont contenir les douelles. Et pour la flèche, voilà. Elle est ceinturée de métal afin de reprendre les charges et les pousser. Là, le fer, c'est essentiel pour que ça tienne, parce que là, vous avez quand même le vent qui pousse et tout est cerclé, sinon ça éclaterait tout de suite, quoi. Cette armature en fer donne à la construction une qualité essentielle. Elle lui permet de plier au vent sans jamais casser, comme le ferait un roseau. Là, vous avez un jeu de Lego, en définitive, qui va tout simplement bouger, osciller légèrement, hop, et reprendre sa forme finale, ou même si, on va dire, il a un petit peu bougé de quelques millimètres, voilà, il va se maintenir. Avec sa forme en demi-cercle, la voûte romane nécessite des piliers très épais, impossible de construire très haut. En transformant le demi-cercle en un arc brisé, la voûte d'ogive gothique permet une nouvelle répartition du poids. Les piliers peuvent donc être plus fins et plus hauts. Si une tour comme ça était fermée entièrement avec des vitrages ou avec de la pierre, elle subirait une telle sollicitation au vent qu'elle en serait lourdement fragilisée. Il faut imaginer qu'à ces hauteurs-là, le vent a une emprise énorme. Donc le fait qu'elle soit ajourée, en définitive, les vents dominants traversent la flèche sans grande difficulté. La première partie du chantier est achevée en 1419. Mais la base de la flèche à peine terminée, l'architecte décède. Les travaux prennent alors un nouveau tournant. En fait, l'octogone avec les 4 escaliers ont été réalisés par Ulrich Densingen, qui meurt. Et donc finalement, c'est le parlier, c'est-à-dire le second d'Ulrich Densingen, s'appelle Jean Hulz, qui est choisi et qui démarre 2 ans plus tard la construction de la flèche qu'on connaît aujourd'hui, qui n'a rien à voir, mais rien à voir avec le projet d'origine. Le nouvel architecte, Jean Hulz, poussé par la ville de Strasbourg, doit absolument atteindre les 142 mètres prévus par son prédécesseur. Comme pour toutes les cathédrales de France,
un seul escalier en colimaçon devait être installé au centre afin d'atteindre le sommet de la flèche. Mais Jean Hultz va bouleverser les codes établis. On n'a pas un escalier, on n'en a pas 2, on n'en a pas 3, on n'en a pas 6, on n'en a pas 7, on en a 8. Ces 8 escaliers vont permettre de camoufler les 8 arêtes qui forment la charpente de la flèche. Sur ces 8 arêtiers qui sont porteurs, qui sont de la structure, et bien Jean Hultz, au lieu d'en faire un élément inesthétique, va contourner le problème. Et son idée de génie, ça va être d'habiller ces arêtiers. Et les habiller comment? En les coiffant tout simplement de 8 escaliers. Le concept de la flèche a tout simplement été réinventé à Strasbourg. Chef-d'œuvre incroyable, ovni gothique, voilà, faut pas peur. Moi j'ai pas peur de le dire, c'est quasiment un ovni gothique. Difficile d'imaginer que les bâtisseurs aient pu saisir la complexité de cet objet architectural en se basant sur un simple plan en 2 dimensions. Géométriquement, mais c'est incroyable. Géométriquement, c'est une folie. Même à reconstitution en 3D, c'est très difficilement compréhensible. Donc à l'époque, il y avait certainement un maquettiste. Il est certain qu'à un moment, il fallait un visuel 3D. Et ce visuel, comme on le ferait aujourd'hui avec une impression 3D, il était réalisé en bois. On le sait, alors on ne peut pas l'établir. À Strasbourg, il y avait des maquettes, mais c'est intuitif, ça se ressent. C'est sur le chantier de la cathédrale de Strasbourg que cette méthode sera mise en place pour la première fois. Les maquettes en bois sont réalisées par un charpentier travaillant en étroite collaboration avec l'architecte. 2 écussons témoignent de cette organisation. Il nous reste 2 écussons en haut de la flèche. C'est celui de Jean Hultz et c'est celui de Maître Rippel, charpentier, qui a dû faire la co-conception de la flèche pour arriver à régler tous les problèmes techniques qui étaient innombrables, pour arriver à un tel chef-d'œuvre de finesse et d'architecture qui fait que ça a été déjà, dès l'époque, considéré comme la 8e merveille du monde et qui a fait de l'œuvre Notre-Dame la loge suprême de l'Empire en termes de taille de pierre. Terminée en 1439, les bâtisseurs auront mis 40 ans à ériger l'ensemble de la flèche. Au final, elle culmine à plus de 142 mètres. Le pari est gagné. C'est une véritable prouesse. Cette grande flèche reste un défi insensé jusqu'à la construction de la Tour Eiffel. 1439, fin de la flèche, une flèche médiévale comme ça, au niveau savoir technologique, chapeau bas, franchement impressionnant. Il faut réaliser à quel point ces constructeurs ont eu du culot de réaliser un ouvrage pareil. Je n'arrive même pas encore à imaginer comment on a pu oser quelque chose comme ça. Le chantier terminé, la cathédrale de Strasbourg est restée durant 5 siècles le plus haut monument du monde chrétien. Aujourd'hui, même si l'édifice a perdu sa couronne, il reste unique en son genre. Cette silhouette unique devient quasiment un logo pour toute la région. Vous la dessinez en 3 traits, vous reconnaissez la cathédrale de Strasbourg. Un mystère plane toujours autour de cette fameuse silhouette. Selon les critères du style gothique, la façade de la cathédrale devrait être symétrique. Alors pourquoi ne comporte-t-elle qu'une tour? Il y avait une 2e tour de prévue. On sait même qu'elle avait été commencée à un niveau extrêmement modeste. On avait sur la plateforme, au-dessus de la tour sud, le départ d'une petite tourelle d'escalier du même type de celle qu'il y a sur la tour nord. Guerre, incendie, manque d'argent. Les raisons invoquées sont nombreuses. Pour certains spécialistes, l'absence de cette tour jumelle doit être imputée à la durée exceptionnelle du chantier de la cathédrale, qui s'étale sur près de 400 ans. 1439, on est à la fin du gothique.
Le gothique n'est plus à la mode. En Italie, par exemple, on construit déjà en style Renaissance. C'est plus du tout à la mode, question du jour, de vouloir construire encore une haute tour. C'est donc peut-être l'arrivée de la Renaissance à Strasbourg qui donne un coup d'arrêt à la construction de la cathédrale au cours de la première moitié du XVe siècle. Mais les échafaudages n'ont jamais réellement disparu depuis cette époque. Car ce monument hors du commun exige de constantes restaurations. Chaque période a marqué la cathédrale par une restauration, des fois une extension, une reconstruction. Voilà, c'est une cathédrale voilà, qui a vécu. Unique en son genre, la Fondation Notre-Dame veille sur elle depuis près de 8 siècles. Son objectif, léguer le monument aux générations futures dans le meilleur état possible. Si vous arrêtez de vous occuper d'un bâtiment dans les 20 ou 30 ans, si vous arrêtez l'entretien et la restauration, le bâtiment de lui-même va tomber en ruine. À chaque fois, les spécialistes se posent la même question. Faut-il remplacer ce qui a été abîmé ou bien conserver le plus longtemps possible les matériaux d'époque? La philosophie aujourd'hui, oui, c'est d'essayer de garder le monument dans son état actuel le plus longtemps possible, donc de privilégier vraiment la conservation. Une philosophie qui permet au grand public comme aux spécialistes d'admirer un monument quasiment dans son état d'origine. Un monument qui se lit comme un livre d'histoire sur la révolution de l'architecture gothique, celle des constructeurs du Moyen-Âge et de leur incroyable savoir-faire.